Signe l'acte de propriété de cette maison tout de suite, ou je jure devant Dieu que tu vas crever ici. Le craquement écœurant de mes côtes a résonné dans la pièce, se mêlant au goût métallique et prononcé du sang qui remontait au fond de ma gorge. L'homme qui me clouait au sol sur le parquet en chaîne, brandissant une statue en bronze massif au-dessus de mon crâne, n'était pas un insurgé terroriste. C'était Damian, mon propre frère. Et, debout sur le pas de la porte, les bras croisés, me fixant comme si j'étais un cafard sur son précieux tapis, se tenait Serafina, ma belle-sœur. Sa voix était glaciale. Monotone. Feignant, Damian. Abrège juste ses souffrances. Un ordre de mise à mort, craché par ceux-là même qui partagent mon sang. Mais ils ignoraient que cette porte en bois était sur le point de sortir de ses gonds. Leur pire cauchemar venait tout juste de charger son premier chargeur. Avant de me voir envoyer ces soi-disant membres de la famille au pénitencier d'État, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous, et dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. Pour comprendre pourquoi mon propre frère voulait m'enfoncer le crâne, il faut remonter 3 semaines en arrière. 3 jours après que nous ayons mis le vieil homme en terre. La maison empestait encore les lices funéraires. C'était cette odeur épaisse et suffocante, qui vous tapisse le fond de la gorge et vous soulève l'estomac. Nous étions assis autour de la table de la salle à manger et rafler. Alistair Finch, un avocat spécialisé en succession, fatigué et vêtu d'un costume bon marché, a fait glisser le testament sur le bois rayé. La maison m'appartenait. Avec une condition, je devais racheter la part de Damian au cours des 5 prochaines années. Papa essayait de nous protéger tous les deux. Il connaissait le marché immobilier. Il connaissait la valeur de ce toit, qu'il avait construit de ses 2 mains nues. Damian ne voyait pas les choses de cet œil. Ses poings se sont abattus violemment sur la table. Du café noir a giclé par-dessus le bord d'une tasse en porcelaine, imbibant les documents légaux. Il a hurlé, crachant un flot de jurons qui a résonné contre les cloisons. Serafina, elle, n'avait pas versé une seule larme depuis le cimetière. Elle n'a même pas scié face à son accès de colère. Elle a simplement plongé la main dans son sac Hermès surdimensionné, a sorti son téléphone, et a appelé un agent immobilier, là, sur le champ. Pendant que l'avocat parlait encore, elle a exigé un liquidateur, un rachat en espèces, peu importe ce qu'il fallait. Elle se fichait éperdument de la crise du marché. Et elle se fichait encore plus des dernières volontés d'un homme mort. Finch s'est raclé la gorge, tapotant son stylo contre la table. Le délai de 5 ans est juridiquement contraignant. Madame, vous ne pouvez pas simplement mettre la propriété en vente aujourd'hui. La tête de Serafina s'est tournée vers moi d'un coup sec. Le cliquetis aigu de ses talons de créateur a martelé le parquet, alors qu'elle s'avançait. Elle a pointé un ongle en acrylique rouge cerise à quelques centimètres de mon nez. Tu l'as manipulé, a-t-elle sifflé. Tu as abreuvé un vieillard sénile de tes petites histoires de guerre pathétiques, et tu as joué au héros. Damian a immédiatement soutenu sa femme. Il s'est penché au-dessus de la table, la lèvre supérieure retroussée par un dégoût absolu. Il a regardé mon uniforme de cérémonie, celui que j'avais porté pour l'enterrement, celui dans lequel j'avais transpiré et saigné, et il a ricané. Regarde-toi, a-t-il raillé en pointant du doigt mes Rangers. Tu vis au crochet des contribuables dans ce chiffon bon marché. Le vrai argent se gagne là dehors, au lit. Sur les marchés. Nous sommes de vrais investisseurs, nous. Nous avons besoin de liquidités tout de suite. Pas dans 5 ans avec tes aides gouvernementales. Signe la renonciation. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas défendu mon service militaire. 10 ans dans le corps des marines vous enlèvent tout instinct de réaction impulsive. Vous n'engagez jamais le combat avec un ennemi qui est déjà en train de perdre la tête. Je suis restée assise, parfaitement droite, sur le canapé délavé, les mains posées à plat sur mes genoux. Je n'ai pas scié. J'ai simplement procédé à une évaluation silencieuse de la menace. Mes yeux ont balayé la scène, de la lourde Rolex en or qui étranglait le poignet de Damian, au cuir immaculé du sac à main de Serafina. J'ai enregistré chaque détail. La respiration saccadée et erratique, la sueur abondante qui perlait sur le front de Damian malgré la climatisation à fond. La façon frénétique et nerveuse dont Serafina serrait son téléphone à 1000 €. Ce n'était pas de l'avidité corporative classique. Je savais quelle odeur ça avait. Ça sentait le désespoir brut et sans filtre. Les gens qui brassent des sommes considérables à Wall Street ne se comportent pas comme des chiens errants affamés qui se battent pour un bout de viande. Ils étaient en train de se noyer.
Et cette maison était le seul canot de sauvetage en vue. J'ignorais quel genre de trou il s'était creusé, mais je savais que je n'allais pas les laisser y entraîner l'héritage de mon père. Je me suis levé lentement. J'ai ajusté le brassard de deuil noir enroulé autour de ma manche gauche, lissant le pli avec mon pouce. 5 ans, c'est 5 ans, Damian. L'avocat a été clair. Ma voix n'a pas tremblé. Elle a fendu la pièce, tranchante et plate comme une lame de rasoir. Ensuite, je leur ai tourné le dos. Je n'ai pas attendu sa réplique. Je suis simplement sorti par la porte de derrière, laissant la lourde moustiquaire claquer dans mon dos, coupant court aux cris toxiques qui résonnaient dans le salon. J'avais besoin de me vider la tête. Je me suis dirigé tout droit vers le vieil atelier de menuiserie de papa, à l'arrière. Dès que j'ai tiré la lourde porte coulissante, la puanteur écœurante des lys a disparu. Elle a été remplacée par l'odeur franche de la sciure de cèdre et de la vieille huile de moteur. C'était calme ici, c'était sûr. J'ai marché jusqu'à son lourd établi, passant mes doigts sur le grain rugueux du bois. Mais, alors que je m'appuyais contre la structure, ma botte a accroché une lame de parquet desserrée, sous le tiroir du bas. Elle a bougé. Un son creux a résonné en dessous. Je me suis agenouillé sur le béton froid, soulevant le bois éclaté à main nue. Et juste là, enfoui sous une décennie de sueur et de graisse, j'ai sorti un lourd carnet relié en cuir. Ce n'était pas un manuel de menuiserie. J'ai ouvert la couverture tachée, et, en 3 secondes, j'ai trouvé la seule chose qui exposait chaque secret sordide et parasitaire que mon frère cachait depuis 10 ans. L'atelier était plongé dans l'obscurité. J'ai levé la main, mes doigts frôlant la chaîne métallique de la lampe suspendue. Je l'ai tirée. Une ampoule à incandescence nue a clignoté, projetant une lueur jaune et crue sur les grains de poussière qui dansaient dans l'air immobile. C'était son sanctuaire. L'odeur m'a frappé instantanément. De la sueur de pain, de la vieille huile de moteur, et de la colle séchée. Ça sentait l'homme qui m'avait élevé. J'ai marché vers le lourd établi. La surface était marquée de profondes entailles, résultat de décennies de burinage et de ponçage. J'ai passé ma main nue sur le bois rugueux, sentant le grain mordre dans mes callosités. J'ai appuyé mon poids contre le bord. Ma ranger a raclé contre quelque chose de creux, près des plaintes. J'ai regardé en bas. Sous le tiroir du bas, caché derrière une pile de chevrons déformés, un morceau de lambris était desserré. Je me suis laissé tomber à genoux sur le béton glacial. J'ai enfoncé mes doigts dans l'interstice et j'ai soulevé le bois. Une écharde s'est enfoncée droit sous l'ongle de mon pouce. Je m'en fichais. En tendant le bras dans la cavité sombre, ma main s'est refermée sur quelque chose de lourd. Je l'ai sorti. Un épais carnet relié en cuir. La couverture était craquelée, s'écaillait au coin, et était tachée de graisse noire. Je me suis levé, et je l'ai jeté sur l'établi. Un nuage de fine poussière a soufflé dans l'air. J'ai ouvert la première page. L'écriture était indubitable. Les lettres carrées et inégales de papa, à l'encre bleue délavée. Mais ce n'était pas un journal de bord de projet. Il n'y avait pas de mesure pour des placards ou des balancelles de Porsche. C'était un registre de comptes. Une autopsie financière. J'ai tourné la page. Ma poitrine s'est serrée, comme si une lourde plaque de fer venait de tomber droit sur mes poumons. Les chiffres étaient empilés en rangées soignées et accablantes. 10 années de chiffres. Août 2014, Damian, dette Amex, 5200 €. Mars 2016, Damian, caution condo Chicago, 10 000 €. Novembre 2017, Serafina, voyage d'anniversaire à Aspen, 4 500 €. Juin 2019, Damian, renflouement prêt auto, 8 000 €. J'ai continué à feuilleter. Les pages étaient comme du papier de verre contre ma peau. Page après page de renflouement, d'aide financière, et d'extorsion pure et simple. Le total final ne franchissait pas seulement la barre des dizaines de milliers. Il atteignait les centaines de milliers. Ma mâchoire s'est crispée. J'ai serré les dents jusqu'à ce qu'un craquement aigu résonne dans mes oreilles. La trahison n'était pas qu'un concept. C'était physique. Ça avait le goût de la cendre. En août 2014, j'étais dans une tente à plus de 40 degrés dans le bac à sable. Je mangeais du fromage fondu au piment jalapeno et des crackers secs, sortis d'une ration de combat en plastique marron, essayant d'ignorer l'odeur du diesel brûlé et des corps non lavés. J'économisais chaque centime de ma prime de risque. Chaque euro supplémentaire gagné en me faisant tirer dessus,
je le virai directement sur son compte. Garde-le pour les impôts fonciers, papa. Répare le toit. Ménage tes articulations. Il ne s'était pas ménagé. Il s'était simplement saigné à blanc. Il avait canalisé l'argent gagné dans le sang d'un marine, tout droit dans le puissant fond du style de vie de youpi de mon frère. Pendant que je dormais dans un fossé, avec un fusil sanglé sur la poitrine, Serafina traînait une valise de créateur dans la neige à Aspen, payée par la sueur du vieil homme et ma solde de combat. Mon téléphone portable a vibré contre ma cuisse, me tirant du passé. La vibration abrupte a secoué l'atelier silencieux. Je l'ai sorti. L'identifiant de l'appelant a affiché un indicatif de Chicago. Marc. Nous faisions de l'athlétisme ensemble au lycée. Aujourd'hui, il était analyste des risques pour une grande société de trading, dans le quartier d'affaires. J'ai balayé l'écran et j'ai porté le téléphone à mon oreille. Ouais, Oli. La voix de Marc était brève, précipitée. Écoute, je sais que tu viens d'enterrer ton père et je suis désolé, mais j'ai vu la rubrique nécrologique. Est-ce que Damian est en ville? Il est là. Écoute-moi très attentivement, a dit Marc, son souffle s'accrochant au combiné. Surveille tes arrières. Ce type est un mort en sursis. J'ai baissé les yeux sur le registre. Dis-moi les choses directement. Il est complètement ruiné, Oli. Fraude aux crypto-monnaies. Il a pris l'argent de ses clients, et a utilisé l'effet de levier au maximum pour essayer de rattraper un marché en chute libre. La bulle a éclaté. Il a tout perdu. La SEC tourne déjà autour du pot. J'ai tracé une tache de graisse sur le papier. À quel point est-ce que c'est grave? Une mise en accusation fédérale, a répondu Marc d'un ton sinistre. S'il n'injecte pas de liquidité dans ses comptes d'ici la fin du mois, ils vont geler ses actifs. Après ça, il risque une peine incompressible de 10 ans dans un pénitencier fédéral. Compris. Merci pour l'info, Marc. J'ai raccroché. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'en avais pas besoin. Le tableau était complet. Les pièces du puzzle, brutales et hideuses, se sont parfaitement emboîtées. Il n'y avait aucun chagrin pour un père mort, dans cette salle à manger. Il n'y avait aucune soudaine clairvoyance immobilière. Les cris hystériques, les appels paniqués au liquidateur, les insultes jetées à mon uniforme. Ce n'était qu'un écran de fumée. Ils ne voulaient pas de la maison par avidité. Ils en voulaient parce qu'ils étaient terrifiés. Cette propriété était leur dernier canot de sauvetage. C'était la seule chose qui se dressait entre Damian et une combinaison orange. Ils avaient besoin de ma signature pour la vendre dans mon dos. Prendre l'argent liquide et combler le gouffre béant à Chicago, avant que les fédéraux ne défoncent leurs portes. Pour eux, je n'étais pas une sœur en deuil. J'étais le gardien de prison qui détenait les clés de leur liberté. Et ils allaient faire tout ce qu'il fallait pour me briser. J'ai laissé échapper une expiration lente et mesurée. 4 secondes d'inspiration. Maintenir pendant 4. 4 secondes d'expiration. La chaleur brûlante dans ma poitrine s'est refroidie pour devenir autre chose. Quelque chose de dur. De la glace solide. J'ai refermé la lourde couverture en cuir du registre. Je l'ai plié en deux, et je l'ai glissé directement dans la poche de poitrine de mon uniforme de cérémonie. J'ai tapoté le rabat à plat contre mes côtes, juste sur mon cœur. Il voulait la guerre. Il pensait pouvoir malmener une vétérane traumatisée, pour qu'elle renonce à sa vie. Il me pensait faible. Mais un marine n'entre jamais dans une fusillade sans avoir chargé son arme au préalable. Et je venais de trouver les balles à pointe creuse. Il a fallu exactement 24 heures pour que la campagne de diffamation n'atteigne mon téléphone. Le portable a vibré sur le comptoir de la cuisine. L'identifiant affichait le tante Carole. Je l'ai laissé sonner 3 fois, avant de faire glisser mon pouce sur la vitre. Je n'ai même pas pu dire allô. Comment peux-tu être aussi égoïste, Oli? Sa voix était stridente, crachant par le minuscule haut-parleur. Ton frère est en deuil. Serafina nous a tout raconté. Elle a dit que tes déploiements t'avaient bousillé la tête. Que ton TSPT te rend paranoïaque. Tu le mets à la porte de la maison de son propre père. J'ai fixé la peinture écaillée sur le mur de la cuisine. Je ne l'ai pas interrompu. Serafina n'avait pas juste passé quelques coups de fil. Elle avait lancé une opération psychologique à grande échelle. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille,
et j'ai ouvert Facebook sur mon iPad. Il était là. Un groupe de discussion familiale privée, créé pendant la nuit. Je ne pouvais pas en voir le contenu, mais je n'avais pas besoin d'y avoir accès pour en connaître le récit. Ils utilisaient mon uniforme comme une arme, déformant 10 ans de service honorable, la boue et le sang, pour en faire une commode dépression nerveuse. Ils avaient besoin que la famille élargie pense que j'étais une vétérane folle et instable, qui avait besoin que ses biens soient gérés par un frère saint d'esprit et ayant réussi. C'était du gaslighting de manuel scolaire. Laver le sang de leurs propres mains, en jetant de la boue sur mon nom. Il veut juste t'aider à obtenir les soins psychiatriques dont tu as besoin, a gémi Carole. J'ai appuyé sur fin d'appel et j'ai bloqué son numéro. Mais les rumeurs n'étaient que la phase de préparation. L'artillerie a suivi à 2 heures du matin. J'étais endormi sur le canapé, tout habillé en jean et t-shirt. Un fracas énorme a brisé le silence de mort de la maison. Le verre a plu sur le parquet en chaîne comme de la glace. Une brique de maçonnerie aux bords irréguliers a rebondi sur la table basse, et a creusé un trou profond dans la cloison sèche. J'ai roulé du canapé, m'aplatissant instantanément sur le sol. L'instinct. La mémoire musculaire. Mon pouls est resté régulier. L'air froid de la nuit s'est engouffré par la fenêtre brisée, transportant l'odeur de l'asphalte mouillé. Une seconde plus tard, mon téléphone portable s'est allumé dans le noir. Numéro inconnu. Un téléphone jetable prépayé. Une notification de message vocal est apparue à l'écran. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Damien s'en est échappée, empâtée, épaisse d'alcool bon marché et de panique aveugle. Signe le papier, au lit. Arrête de jouer. Signe-le, ou je jure devant Dieu que je dirai au gars de Chicago exactement où tu dors. De l'extorsion. Pure et simple. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Quand le soleil s'est levé, je me suis versé une tasse de café noir et je me suis assise à l'îlot de la cuisine. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai lancé une recherche sur l'adresse de la propriété. Il était là. Sur Zillow. Une nouvelle annonce, publiée à 3h15 du matin. Saisie immobilière. Paiement comptant uniquement. Doit être liquidé aujourd'hui. Ils avaient pris des photos de mon jardin depuis la rue, dans l'obscurité. Ils voulaient que je sois terrifié. Ils voulaient que je sente les murs se refermer sur moi, pour que je perde la tête, que je m'effondre et que je rampe vers eux, suppliant pour une porte de sortie. Ils voulaient que j'agisse exactement comme la folle que Serafina racontait à tout le monde. Ils avaient fait une erreur de calcul fatale. Ils avaient oublié qui m'avait formé. On ne survit pas dans une zone de combat en pleurant sur du verre brisé. On évalue, on s'adapte, et on neutralise. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas rappelé Damien pour hurler dans le combiné. J'ai lassé mes Rangers, j'ai attrapé un balai-brosse dans le placard, et j'ai balayé les éclats de verre de la fenêtre, pour en faire des lignes nettes et parfaitement droites. Ensuite, je me suis assise à la table de la salle à manger. J'ai branché mon téléphone sur l'ordinateur portable, avec un câble USB. J'ai extrait le message vocal de Damien et je l'ai sauvegardé sur le disque dur. J'ai pris des captures d'écran en haute résolution de l'annonce Zillow. J'ai extrait les métadonnées de la page, prouvant que le compte était enregistré directement avec l'email personnel de Serafina. J'ai créé un nouveau dossier principal sur mon bureau. Rapport après action. Hostile. J'ai tout organisé. Extorsion, fraude, harcèlement, intimidation. C'était une véritable killbox numérique. Chaque mouvement désespéré et violent qu'ils faisaient, n'était qu'un mètre de corde supplémentaire, qu'ils enroulaient autour de leur propre cou. Je n'étais pas seulement en train de bâtir une défense. J'étais en train de constituer un dossier d'inculpation fédérale, directement depuis la table de ma cuisine. Mais les preuves numériques n'étaient pas suffisantes. Ils devenaient physiquement imprudents. L'échéance de Chicago étranglait Damien, et des hommes désespérés, coincés par les dettes, font des choses incroyablement stupides. J'avais besoin de renforcer le périmètre. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro local. Eli Vance, ancien shérif du comté, vétéran du Vietnam et plus vieil ami de beuverie de papa. 15 minutes plus tard, le lourd grondement d'un moteur V8 a fait trembler l'allée. Le vieux Ford F-150 d'Eli s'est garé à moitié sur la pelouse. Il en est sorti, portant une boîte à outils en métal et raflée d'une main, et un thermos de l'autre. Il n'a pas pris la peine de frapper. Il a franchi la porte d'entrée,
sentant le vieux café noir et l'huile de fusil. Ses yeux bleu pâle se sont fixés sur la fenêtre brisée, puis ont glissé vers la brique posée sur le tapis. Enfin, il m'a regardé. Ils ont franchi un palier, ai-je dit d'un ton neutre. Ellie a posé la boîte à outils sur le parquet avec un bruit sourd. Il a fait sauter les loquets en métal. Très bien, capitaine, a-t-il grogné en sortant une perceuse sans fil. Allons piéger le périmètre. Nous avons passé les 3 heures suivantes à transformer une maison de banlieue tranquille en un piège de surveillance. 4 micro-caméras ont été installées. Une cachée dans le boîtier en plastique du détecteur de fumée, au-dessus de la porte d'entrée. Une glissée dans la bibliothèque du salon, entre les vieilles encyclopédies de papa. 2 autres couvrant le porche arrière et l'atelier. Vidéo haute définition. Audio synchronisé sur le cloud. Ellie a remplacé les vis de porte standard d'1,5 cm par des vis en acier de 8 cm, les enfonçant profondément dans les montants pour renforcer les gâches. Nous n'avons pas barricadé la fenêtre brisée. Nous l'avons laissée exactement comme elle était. Une invitation. À midi, la maison était câblée, armée et complètement silencieuse. J'ai tendu une tasse de café à Ellie, tout en fixant les flux en direct qui clignotaient sur l'écran de mon iPad. Le piège était désormais ouvert. J'avais juste besoin qu'un rat morde à l'hameçon. Mon téléphone a vibré sur le siège passager de mon pick-up. L'écran s'est allumé avec un SMS de Damien. Il faut qu'on parle. Juste nous deux. Chez Rosie. Midi, je veux qu'on s'arrange. Chaque instinct que j'avais affûté pendant une décennie dans le corps des marines a viré au rouge. C'était un coup monté, un piège. Mais pour désamorcer une embuscade, il faut parfois marcher droit dans la zone d'abattage. Le Rosies dîner était une institution dans cette ville. Il sentait la graisse de bacon, le café filtre brûlé, et le nettoyant industriel pour sol, vieux de 50 ans. Je suis entré et j'ai pris une banquette dans un coin. Le dos au mur en plâtre fissuré. Les yeux balayant les sorties. J'ai commandé un café noir. La serveuse, une femme qui connaissait mon père depuis que j'étais au collège, m'a adressé un signe de tête triste, les lèvres pincées. Toute la ville savait que papa était parti. Au moment où elle posait la lourde tasse en céramique sur la table en formica, la clochette au-dessus de la porte vitrée a tinté. Damien est entré. Il avait une mine épouvantable. Sa peau avait une teinte grise maladive. Ses yeux étaient injectés de sang, furetant dans la pièce. Il arborait une barbe de 3 jours en bataille, un mardi après-midi. Mais il n'était pas seul. Serafina a glissé derrière son épaule. Elle portait un trench coat blanc immaculé, et un sourire pincé et suffisant, qui m'a donné des démangeaisons dans les jointures. Elle a glissé sur la banquette en sky rouge à côté de lui, enroulant immédiatement sa main manucurée autour de son avant-bras. Le serpent venimeux, dirigeant le rat. Le dîner était bondé pour le coup de feu de midi. Surtout des gens du coin. Les mécaniciens du garage au bout de la rue, des retraités lisant le journal, des gens qui connaissaient ma famille. Serafina n'a même pas pris la peine de regarder le menu. Elle s'est penchée par-dessus la table, braquant ses yeux sur moi. Puis, elle a délibérément haussé la voix. Assez fort pour couvrir le cliquetis de l'argenterie et le bourdonnement des friteuses. Holly, ma chérie, a-t-elle roucoulé. La fausse sympathie dégoulinait de ses lèvres parfaitement maquillées, comme un sirop bon marché. Nous sommes juste incroyablement inquiets pour toi. J'ai gardé mes mains à plat sur la table, de chaque côté de ma tasse de café. Laisse tomber la comédie, Serafina. Elle a élevé la voix d'un décibel supplémentaire. Tu n'as pas besoin d'être sur la défensive. Nous savons ce que ces missions de combat violentes ont fait à ta tête. Les traumatismes, les choses que tu as vues. C'est normal d'admettre que tu as du mal à faire face à la réalité. Le dîner s'est figé. Les fourchettes ont cessé de gratter les assiettes en céramique. Le bourdonnement sourd et régulier des potins locaux s'est complètement éteint. Tout l'oxygène a été aspiré hors de la pièce. Ton TSPT te rend paranoïaque, Holly, a poursuivi Serafina, s'assurant que le couple de personnes âgées dans le box voisin captait chaque syllabe. Tu imagines ces folles théories du complot. Tu essaies de voler l'héritage de Damien. Parce que tu n'as tout simplement plus toute ta tête. Nous t'aimons. Signe simplement les droits de gestion de la succession en sa faveur. Nous utiliserons l'argent pour te placer dans un bon établissement psychiatrique. T'obtenir l'aide dont tu as désespérément besoin.
Damian s'est penché en avant, jouant son rôle dans ce théâtre répugnant. Elle a raison, Holly. Il n'y a pas de honte à être malade. Tu n'as simplement plus les capacités mentales pour vivre seul en ce moment. Tu es un danger pour toi-même. Un silence de mort. Des dizaines de paires d'yeux me brûlaient la joue. Je pouvais sentir le poids de leur regard. De la pitié, de la peur, du jugement. Madame Gable, de la boulangerie, serrait sa serviette, me regardant comme si j'étais une bombe à retardement. Je savais exactement ce qu'il faisait. C'était un piège psychologique, un cas d'école. Du gaslighting en public. Il voulait que je craque. Il voulait que je renverse la table, que je hurle à m'en époumoner, peut-être que je jette le café brûlant au visage de Damian. Il voulait que je réagisse, parce qu'à la seconde où je perdrais mon sang-froid, je prouverais à la moitié de la ville que l'histoire de la vétérane folle et violente était tout à fait vraie. Mon sang semblait être devenu de l'eau glacée. Je n'ai pas bougé un seul muscle. J'ai posé mes mains à plat sur mes cuisses en jean, appuyant fort jusqu'à l'os. J'ai pris une lente et profonde inspiration par le nez. Je l'ai gardée au fond de ma poitrine. Je l'ai laissé s'échapper à travers mes dents. Régulier. Contrôlé. J'étais l'œil du cyclone. Je n'ai pas regardé Damian. J'ai planté mes yeux directement dans les pupilles de Serafina. Je lui ai lancé ce genre de regard vide et mort que l'on a, qu'après avoir regardé une housse mortuaire se refermer sur un tarmac poussiéreux. Sans cligner des yeux. Dépourvu de la moindre goutte de chaleur humaine. Son sourire en plastique a vacillé d'une fraction de millimètre. Elle a dégluti difficilement, sa gorge tressaillant de manière visible, et elle s'est reculée contre le siège en sky. Soudain, elle a eu l'air toute petite. Son parfum hors de prix n'a pas pu masquer l'odeur soudaine et âcre de sa propre adrénaline. J'ai posé mes deux mains sur le bord de la table, et je me suis levé lentement. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. L'autorité froide et silencieuse d'un officier commandant à son propre poids. Elle leur a coupé le souffle. Vous, ai-je dit, ma voix n'étant qu'un murmure rauque, mais assez tranchante pour faire couler le sang, n'avez pas le droit de parler de mon uniforme ou de mes sacrifices. J'ai tourné mon regard vers l'homme assis à côté d'elle. L'homme qui portait le même nom de famille que moi. Il n'a pas osé croiser mon regard. Il fixait la table collante, lâche, se cachant derrière le manteau de sa femme. Et toi? À partir de cette seconde, tu es un hostile. Je n'ai pas de frère. J'ai fouillé dans ma poche, j'ai laissé tomber un billet froissé de 5 € sur la table, pour le café que je n'avais pas bu. Je leur ai tourné le dos, et j'ai marché droit vers la porte. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas versé de larmes. La diplomatie était morte. Si vous avez déjà eu l'impression d'étouffer parce que des personnes partageant votre sang vous manipulaient, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et écrivez le mot aux survivants dans les commentaires. Parfois, couper les ponts avec un membre toxique de sa famille est la seule façon de sauver sa propre vie. J'ai poussé la lourde porte en verre du dîner, le vent froid de l'après-midi me fouettant le visage. Le piège était déjà en place à la maison. La sécurité était désactivée. Ce n'était plus qu'une question d'heure avant que les rats ne se retrouvent acculés. Vendredi soir, la maison était silencieuse comme une tombe. J'étais assise dans le salon plongé dans l'obscurité. La seule lumière provenait de la lueur bleu pâle de l'écran de mon iPad. 4 flux de caméras distincts vacillaient sur la vitre. Porte d'entrée. Porche arrière. Salon. Atelier de menuiserie. Chaque point d'entrée était couvert, chaque angle mort éliminé. À 21h15, un SMS est apparu en haut de l'écran. C'était Marc. Chicago a rappelé la note. Il a moins de 24 heures pour couvrir l'appel de marge. Si le virement n'est pas passé d'ici demain soir, ils remettent le dossier aux fédéraux. Le compte à rebours venait d'expirer. 30 secondes plus tard, mon téléphone s'est mis à vibrer sur la table basse. Il bourdonnait contre le bois comme un frelon en colère. Damian. Je l'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Il a sonné encore, et encore. 6 appels manqués en 4 minutes. Puis les messages vocaux ont commencé à tomber. Je n'ai pas porté le téléphone à mon oreille. Je l'ai mis sur haut-parleur, je l'ai posé à côté de ma tasse de café froid, et j'ai laissé son désespoir remplir la pièce sombre. Décroche ce foutu téléphone, Holly. Sa voix se brisait.
Ce n'était plus le ton arrogant et mielleux qu'il avait utilisé dans le bureau de l'avocat. C'était brut, haché. Le son d'un homme qui regarde les murs d'une cellule de prison se refermer sur lui. Tu vas vraiment faire ça? Tu vas laisser ton propre sang aller dans une prison fédérale, pour un bout de terrain? Espèce de sans-cœur. Je suis ton frère. J'ai fixé la petite lumière rouge clignotante du détecteur de fumée au-dessus de la porte d'entrée. L'objectif de la caméra, caché à l'intérieur, enregistrait chaque mot. Il se fichait de papa. Il se fichait des 10 années que j'avais passées à dormir dans la boue. Il se souciait seulement de son pari sur les cryptos qui lui avaient explosé au visage, et du fait que je refusais de jeter ma propre vie sur la grenade pour le sauver. Le téléphone a vibré à nouveau. Un SMS. Cette fois, pas de Damian. Le numéro n'était pas enregistré, mais je n'avais pas besoin d'identifiant pour reconnaître le venin. Tu crois que verrouiller les portes te protège? J'ai fixé le texte blanc et lumineux. Tu n'es qu'un chien de garde, Oli. Un bidasse pathétique. Demain matin, on vient prendre ce qui nous appartient. Tu peux signer le papier, ou je peux te faire interner. À toi de choisir, la tarée. Serafina. Le masque était entièrement tombé. Il n'y avait plus de jeu de la belle-sœur inquiète. Plus de fausses larmes, ou de manipulation psychologique en public. C'était la vraie Serafina. Un parasite réalisant que l'hôte était sur le point de couper l'apport en sang. Je n'ai pas tapé de réponse. Je n'ai pas bloqué le numéro. J'ai juste fait une capture d'écran, et je l'ai glissé directement dans le dossier hostile sur mon disque dur. J'ai pris le téléphone, j'ai glissé le centre de contrôle vers le bas, et j'ai appuyé sur l'icône « Ne pas déranger ». L'écran est devenu noir. Le barrage de menaces a cessé. Je me suis levé. Mes genoux ont craqué dans le silence de la pièce. J'ai traversé la cuisine sombre et poussé la porte de derrière. L'air froid de la nuit a mordu à travers ma fine chemise en coton. J'ai traversé l'herbe haute et j'ai fait glisser la lourde porte en bois de l'atelier de menuiserie. Je n'ai pas allumé la lumière au plafond. Je n'en avais pas besoin. Je savais exactement où se trouvait chaque chose. J'ai marché vers l'établi. J'ai pris le registre relié en cuir. 10 ans de saignée de Damian sur le vieil homme. À côté, se trouvait l'épaisse enveloppe couleur crème contenant le testament original. Et juste à côté, reposant dans une boîte en velours éraflé, se trouvaient les plaques d'identité de mon père de la guerre du Golfe, et mes propres médailles de service. Je les ai rassemblées dans mes bras. Leur poids était lourd contre ma poitrine. Les seules choses qui restaient dans ce monde, et qui comptaient vraiment. Je suis rentré dans la maison, me dirigeant tout droit vers le placard du couloir. J'ai poussé une rangée de lourds manteaux d'hiver, et je me suis agenouillé sur le parquet. J'ai composé la combinaison sur le lourd coffre-fort en acier sentry, boulonné directement dans les fondations en béton. Clic-clac. La lourde porte s'est ouverte. J'y ai placé le registre, le testament et les médailles. J'ai refermé la porte en acier et j'ai fait tourner le cadran, brouillant les chiffres. Je me suis levé et j'ai regardé le salon. Le canapé à fleurs délavées, la lourde table basse en chêne, le meuble télévision. Ce n'était plus une maison. C'était juste des cloisons sèches et du bois d'œuvre. Une coquille vide. Je l'avais vidée de tout ce qui avait de la valeur. J'avais sécurisé l'héritage. Ce qui restait n'était rien de plus qu'une zone de largage désignée. Un champ de bataille dégagé, préparé, attendant que l'ennemi ne l'investisse. Je suis retourné dans la cuisine. J'ai vidé le café froid dans l'évier en acier inoxydable, et j'en ai préparé un nouveau. Il goûtait bruyamment dans le silence, sentant la chicorée torréfiée et le sucre brûlé. J'en ai versé une tasse, noire comme du pétrole brut, et je l'ai rapportée dans le salon. Je me suis assise dans le lourd fauteuil calé dans le coin le plus éloigné, complètement dissimulé dans l'ombre. D'ici, j'avais une ligne de vue directe sur la porte d'entrée renforcée. J'ai pris mon téléphone une dernière fois. J'ai ouvert un fil de discussion avec Eli Vance. Ils viennent demain matin. Tiens-toi prêt. J'ai appuyé sur envoyer. Ensuite, j'ai éteint l'écran. Je me suis calé au fond du fauteuil, posant la tasse en céramique brûlante contre ma jambe. La maison était plongée dans le noir absolu. Le silence était total. Mais un marine n'a pas peur de l'obscurité. Il la maîtrise. Samedi matin. Le soleil était aveuglant,
se reflétant sur le givre recouvrant la pelouse en friche. Mais à l'intérieur de la maison, l'air était glacial. J'étais assise dans le fauteuil, les yeux rivés sur l'écran de l'iPad. À 7h14 exactement, une BMW noire a tourné dans la rue. Elle n'a pas ralenti. Elle a sauté la bordure, les gros pneus creusant de profondes tranchées boueuses dans la pelouse de papa, s'arrêtant à quelques centimètres des marches du Porsche. Damien a poussé la portière côté conducteur, avant même que le moteur ne soit coupé. Il avait l'air fou allié. Sa veste de costume était froissée. Sa cravate était desserrée. La panique d'une inculpation fédérale suintait par tous les pores de sa peau. Serafina est sortie du côté passager, une seconde plus tard. Elle n'avait pas l'air paniquée. Elle avait l'air agacée, ajustant la ceinture de son manteau de créateur, regardant la maison comme si c'était une vilaine tache sur sa chaussure. J'ai pris mon téléphone. Un appui sur l'écran. Cible dans le périmètre. Je me suis levé, j'ai marché vers la porte d'entrée et j'ai déverrouillé le pêne dormant. Juste une fissure. Assez pour lui donner l'illusion d'une ouverture. Avant que je ne puisse reculer, la porte en chêne massif a explosé vers l'intérieur. Damien l'a frappé de tout son poids, avec son épaule. La lourde gâche en acier que nous avions renforcée la veille a retenu le bois, mais les charnières ont hurlé, et se sont arrachées net du cadre. Le bord de la porte m'a percuté la clavicule. J'ai été projeté en arrière, mes Rangers dérapant sur le parquet. J'ai heurté le sol durement, l'impact me coupant la respiration. Damien était sur moi avant même que j'aie pu scier. Il m'a jeté une liasse froissée de documents légaux en plein visage. Signe l'acte de propriété, a-t-il hurlé en crachant les mots. Signe-le tout de suite, Oli, ou je jure devant Dieu que tu ne sortiras jamais de cette pièce. Il a laissé tomber tout le poids de son corps sur ma poitrine, clouant mes épaules au sol. Il a armé son poing droit en arrière et l'a abattu avec force. Mon entraînement s'est déclenché instantanément. Je n'ai pas rendu les coups. Je n'ai pas cherché à lui attraper la gorge. Si je me défendais, si je posais le moindre doigt sur lui, l'avocat de Serafina repasserait la vidéo au tribunal, et me dépeindrait comme la vétérane violente et instable, subissant un flashback dû au TSPT. Je perdrais la maison. Je perdrais le contrôle du récit. Alors, j'ai fait un sacrifice tactique. J'ai rentré mon menton contre ma poitrine, j'ai croisé mes avant-bras sur mon visage et j'ai enroulé mes épaules vers l'intérieur. La position fétale de défense absolue. Je l'ai laissé me frapper. Ses poings ont percuté mes côtes. Le bruit était écœurant. Un craquement sec et aigu a résonné dans le salon. 2 côtes du côté gauche ont cédé. Une vague aveuglante d'agonie, blanche et brûlante, m'a transpercé le torse. Mon souffle s'est coupé. Le goût métallique et chaud du sang a instantanément inondé le fond de ma gorge. Je l'ai ravalé, gardant les yeux fixés sur la lumière rouge clignotante cachée à l'intérieur du détecteur de fumée, au-dessus de sa tête. Continue de me frapper, Damien. Donne au procureur tout ce dont il a besoin. Mon absence totale de résistance l'a rendu complètement fou. Il voulait se battre. Il voulait me briser. Mais je ne faisais pas un bruit. Il a basculé pour se dégager de ma poitrine. Son propre torse se soulevait, ses yeux étaient fous et désespérés. Il a regardé autour de la pièce, et a attrapé la première chose lourde qu'il a vue. C'était la statue en bronze de papa. Une lourde pièce massive, représentant un aigle prenant son envol. Papa l'avait reçu à son départ à la retraite de l'usine. Damien a agrippé la base à 2 mains. Il s'est tenu au-dessus de moi, le visage tordu en un masque hideux et méconnaissable de rage pure. Il a levé le bronze massif au-dessus de sa tête, visant droit vers mon crâne. C'est à cette seconde exacte que les lattes du plancher ont grincé. Serafina a enjambé les restes déchiquetés de la porte d'entrée. Elle n'a pas regardé ma bouche en sang. Elle n'a pas regardé le bois brisé. Elle a simplement croisé les bras, déplaçant son poids sur un talon aiguille, en me regardant avec un dégoût absolu. Finian, Damien, a-t-elle dit. Sa voix était plate. Dénuée d'émotion. Abrège juste ses souffrances pour qu'on puisse vendre ce taudis. Un ordre de mise à mort donné par une belle-sœur. Exécuté par un frère. Le lourd aigle en bronze a fendu l'air, redescendant droit sur moi. Plus un geste. Lâcher l'arme. La porte de derrière de la cuisine s'est ouverte dans un fracas assourdissant. Élivance a fait irruption dans le salon,
bougeant avec une vitesse que l'on n'attendrait pas d'un homme de 60 ans. Il n'avait pas sa boîte à outils aujourd'hui. Il avait sorti son arme de service. Le canon noir de son Glock 19 était pointé en plein sur le front de Damian. Damian s'est figé. La statue en bronze a glissé de ses doigts moites, s'écrasant sur le parquet en chaîne. Elle a roulé vers mes bottes. Ellie s'est avancée, son doigt posé à plat le long de la glissière de son pistolet. La lumière rouge d'une caméra piéton de police clignotait rapidement sur son gilet tactique. « Éloignez-vous d'elle », a grogné Ellie, la voix vibrant d'une autorité absolue. Les mains derrière la tête. Tout de suite. Les genoux de Damian se sont dérobés. Il est tombé sur le sol, les mains tremblant violemment, alors qu'il entrelaçait ses doigts derrière sa nuque. L'arrogant trader de Wall Street avait disparu. Ce n'était plus qu'un criminel pathétique et terrifié, fixant le canon d'une arme à feu. J'ai tourné les yeux vers l'entrée. La posture parfaite de Serafina s'était effondrée. Son visage avait la couleur de la craie sale. Elle fixait la caméra piéton d'Ellie, les yeux écarquillés. Elle venait de réaliser que son ordre froid et sans émotion pour mettre fin à mes jours, se trouvait désormais sur un serveur cloud sécurisé, estampillé d'un horodatage et d'une étiquette de preuve fédérale. J'ai craché une gorgée de sang sur le parquet, me tenant les côtes brisées alors que je me forçais à m'asseoir. Le piège s'était refermé. L'heure de l'abattoir avait sonné. Le bruit du métal qui se verrouille, c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. Clic, clic, clic. Les lourdes menottes en acier se sont verrouillées autour des poignets de Damian, immobilisant ses bras maladroitement dans son dos. L'arrogance, la rage du privilégié, l'assurance de Wall Street. Tout cela s'était évaporé. Il avait l'air tout petit. Un adjoint a poussé sa tête vers le bas, le forçant à entrer à l'arrière d'une voiture de patrouille du comté. Serafina a eu droit exactement au même traitement. Elle a essayé de se dégager, a essayé de crier à propos de ses droits, mais une policière l'a plaqué contre le côté de la voiture de police, et lui a tordu les bras en arrière. Le trench coat de créateur a traîné dans la boue sur la pelouse de papa. J'étais assise sur le pare-choc arrière d'une ambulance stationnée. Une épaisse couverture orange drapait mes épaules. Les ambulanciers me strappaient les côtes. J'ai tourné la tête, et j'ai craché un épais glavio de sang dans l'herbe givrée. Sur le trottoir, les voisins regardaient. Les mêmes personnes qui étaient assises dans le dîner de Rosie hier, ceux qui m'avaient regardé comme si j'étais une bombe à retardement. Maintenant, ils se tenaient figés dans leurs allées, la bouche grande ouverte, regardant le couple à succès de la haute bourgeoisie se faire embarquer comme des chiens enragés. Le combat physique était terminé. C'est maintenant que la véritable guerre commençait. 1 heure plus tard, j'étais assise droite dans un lit d'hôpital aseptisé de l'hôpital général du comté. La climatisation était poussée à fond, et la pièce sentait l'eau de javel et l'alcool à friction. Une infirmière est entrée, tenant un plateau en plastique. Elle a tapoté une seringue avec son ongle. Le médecin a prescrit une dose de morphine pour ses côtes. « Ma chérie, vous avez 2 fractures nettes et une légère commotion cérébrale. » J'ai secoué la tête. Pas d'antidouleur puissant. Donnez-moi de l'ibuprofène. J'ai besoin d'avoir les idées claires. Elle a froncé les sourcils, regardant l'échymose violacée qui grimpait déjà le long de mon cou, mais elle n'a pas discuté. Elle a échangé l'aiguille contre 2 pilules blanches dans un gobelet en carton. Dès qu'elle est sortie, j'ai sorti mon ordinateur portable de mon sac. Je l'ai posé sur la table adaptable au-dessus de mes genoux. Chaque fois que je tendais la main vers la souris, une douleur aiguë et poignante me transperçait la poitrine, rendant ma vision floue. Je l'ai ignoré. J'ai ouvert le dossier hostile. J'ai passé les 4 heures suivantes à constituer le dossier de l'accusation. Je n'ai pas attendu que les inspecteurs rassemblent les pièces. J'ai organisé la chronologie. Le registre de l'atelier prouvant le désespoir financier. Les informations de Marc sur la fraude aux crypto. Les menaces de mort sur la messagerie vocale. L'annonce Zillow prouvant la préméditation. Et enfin, la vidéo synchronisée sur le cloud, provenant du détecteur de fumée. J'ai regardé les images de Damian abattant la statue en bronze. J'ai regardé Serafina se tenir sur le pas de la porte. Finian, Damian. J'ai extrait ce fichier audio précis, j'ai augmenté le volume, et je l'ai placé dans un sous-dossier intitulé « Tentative de meurtre, préméditation ». J'ai fermé l'écran de l'ordinateur portable, juste au moment où mon téléphone vibrait sur la table de chevet en métal. Tante Carole. Je l'ai pris,
et j'ai appuyé sur accepter. Je n'ai pas prononcé un mot. Holly. Sa voix tremblait, épaisse de larmes. Oh mon Dieu, ma chérie. Est-ce que tu vas bien? Nous venons juste d'entendre parler de la police. Elle ne semblait plus du tout arrogante. Elle avait l'air terrifiée. Je suis vivante, ai-je dit d'un ton plat. Écoute-moi, a sangloté Carole, la fausse sympathie se déversant par le haut-parleur. On nous a menti. Serafina nous a tous dupés. Nous ne savions pas que c'était si grave. Mais Holly, s'il te plaît. C'est ton frère. C'est ta chair et ton sang. Tu ne peux pas porter plainte. Si tu envoies Damien en prison, cela va ruiner le nom de la famille. Pense à ce que cela va représenter pour le reste de la ville. J'ai fixé le mur blanc de l'hôpital. Elle s'en fichait de mes côtes cassées. Elle se fichait que son neveu ait essayé de me fracasser le crâne avec un morceau de bronze. Elle ne se souciait que de l'image de la famille, de la réputation, de cette bulle toxique et fragile de fierté de banlieue. Le nom de la famille était mort, à la seconde où il a brandi cette statue. Carole. Mais Holly, s'il te plaît. J'ai appuyé sur fin d'appel. Je n'ai pas seulement raccroché. J'ai ouvert ma liste de contacts. J'ai sélectionné tante Carole, bloqué ce correspondant. J'ai fait défiler vers le bas. Oncle Dave, bloqué ce correspondant. Cousine Sarah, bloqué ce correspondant. J'ai purgé toute la lignée toxique de mon téléphone en moins de 30 secondes. La ligne était tracée. Aucun contact. Aucune négociation. Le lendemain, juste avant midi, Alistair Finch est entré dans ma chambre d'hôpital. L'avocat spécialisé en succession avait l'air complètement épuisé, et portait un épais dossier sous le bras. Il a tiré une chaise en plastique, et a laissé tomber le dossier sur mes genoux. Le procureur accélère la mise en accusation. Pas de caution, risque de fuite, et danger pour la victime. Vous allez devoir témoigner lors de l'audience préliminaire, lundi. Je sais. Finch a regardé les bandages serrés autour de mon torse. Il a bougé de façon inconfortable dans son costume bon marché. Écoutez-moi, Holly. L'avocat de la défense qu'ils ont engagé est un requin de Chicago. Il va jouer de façon sale. Il va essayer de vous faire passer pour l'agresseur. Qu'il essaie. Je suis sérieux. Finch s'est penché en avant. L'apparence est importante pour un jury. Vous devez avoir l'air sympathique. Portez un chemisier doux. Peut-être un joli tailleur civil conservateur. Ayez l'air d'une victime. J'ai regardé l'avocat droit dans les yeux. La douleur dans ma poitrine palpitait, mais mon pouls était d'un calme plat. Je ne suis pas une victime, Alistair. Je suis un marine. J'ai pris mon téléphone sur la table de nuit, et j'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. Celui de l'officier de la logistique à la base de réserve locale. La ligne s'est ouverte. Sergent-chef Miller. Gunny, c'est le capitaine John. Capitaine. Ravi d'entendre votre voix. De quoi avez-vous besoin? J'ai une comparution au tribunal lundi matin, ai-je dit d'une voix froide et assurée. J'ai besoin que vous m'envoyiez par messagerie express mon uniforme de cérémonie. Les bleus. Médaille complète, bottes vernies. Compris, a répondu Miller instantanément. Aucune question posée. J'ai raccroché le téléphone, et j'ai regardé à nouveau l'avocat. Je ne porterai pas de tailleur civil. Je vais montrer à cette salle d'audience exactement à qui ils ont décidé de déclarer la guerre. J'ai poussé les lourdes portes en chaîne de la salle d'audience. Le murmure sourd du public bondé s'est tu instantanément. Le seul son qui subsistait dans l'immense pièce lambrissée, était le claquement net et rythmé de mes chaussures vernies corps femme, heurtant le sol poli. Je ne portais pas un doux chemisier civil. Je ne jouais pas le rôle d'une victime fragile et brisée. J'étais en grand uniforme du corps des marines. La laine bleue nuit taillée sur mesure tirait sur ma poitrine. Chaque inspiration frottait mes côtes fracturées contre les lourdes bandes médicales qui m'entouraient le torse, mais je n'ai pas scié. Une rangée de boutons en laiton a capté la lumière crue des néons au plafond. Mes rubans de service étaient parfaitement alignés, au-dessus de mon sein gauche. J'ai gardé ma colonne vertébrale rigide, bien droite. Je suis passé devant les bancs en bois, et j'ai pris ma place à la table du procureur. Je n'ai pas regardé l'assemblée, mais j'ai senti le lourd changement d'atmosphère dans la pièce.
Puis, la porte de côté s'est ouverte. Un huissier du comté les a fait entrer. Damian ressemblait à un cadavre ambulant. La désintoxication en prison lui avait ôté toute son arrogance de Wall Street, laissant sa peau d'un gris pâle maladif. Sa mâchoire était couverte d'une barbe inégale et sale. Ses épaules s'affaissaient sous le poids des menottes. Mais c'est Serafina qui offrait le contraste le plus saisissant. Il n'y avait pas de sac Hermès, pas d'ongles en acrylique rouge, pas de trench coat à 1000 €. Juste une combinaison orange délavée du comté, beaucoup trop grande, qui l'engloutissait. Le tissu de toile rigide et bon marché la faisait paraître petite. Pathétique. Elle m'a jeté un coup d'œil, en prenant place à la table de la défense. Ses yeux étaient écarquillés, mendiant silencieusement une once de pitié. Je l'ai regardée comme si elle était transparente, comme si elle n'était rien de plus qu'une vitre sale. L'avocat de la défense était un costume de prix venu de Chicago, payé par le peu de crédit qu'il n'avait pas encore épuisé. Il faisait les 100 pas devant la barre des témoins, faisant cliqueter un stylo en or, traitant la salle d'audience comme sa scène de théâtre personnelle. Il pensait avoir un angle d'attaque en béton. « Capitaine John », a-t-il dit, utilisant mon grade avec une lourde dose de sarcasme. « N'est-il pas vrai que l'on vous a diagnostiqué un traumatisme lié au service ? Que votre passage en zone de combat vous a laissé sujette à des accès de violence agressifs et imprévisibles ? Est-il tout à fait possible que vous ayez provoqué votre frère, et que, dans un état de paranoïa induite par le TSPT, vous ayez imaginé toute cette conspiration, juste pour conserver l'héritage ? Je ne l'ai pas regardé. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Et je n'ai pas élevé la voix. J'ai tourné la tête, et j'ai planté mon regard directement dans celui des 12 hommes et femmes assis dans le box du jury. J'ai essuyé des tirs de mortier dans un désert étranger pour protéger les personnes qui se tiennent derrière moi, ai-je dit. Ma voix était d'un calme absolu. Elle a fait écho sur le haut plafond, tranchant à travers les murmures. J'ai survécu aux combattants ennemis. Mais la frappe la plus lâche et la plus meurtrière que j'ai jamais subie, est venue des personnes assises à cette table de la défense. De mon propre sang. L'avocat de Chicago s'est moqué, ouvrant la bouche pour s'opposer. Il n'en a jamais eu l'occasion. Le procureur s'est levé et a fait signe au greffier. Les lumières se sont éteintes. Un projecteur s'est mis à vrombir. L'écran géant au-dessus du banc du juge s'est allumé, diffusant le flux haute définition et net, tiré directement du détecteur de fumée de mon salon. La salle d'audience est devenue silencieuse comme une tombe. La violence brute a aspiré l'oxygène de la pièce. Le jury a vu l'épaule de Damian faire sauter la lourde porte en chaîne de ses gonds. Ils l'ont vu me plaquer au sol. Ils m'ont vu rentrer le menton, croiser les bras, et encaisser les coups sans riposter une seule fois. Le son était cristallin. Le craquement sec et écœurant de mes côtes se brisant, a résonné dans les haut-parleurs au plafond. Une femme, au premier rang du public, a eu un mouvement de recul et s'est couvert la bouche. Ensuite, la vidéo a montré Damian attrapant le lourd aigle en bronze. La caméra a capturé Serafina s'avançant négligemment dans le champ. Elle a croisé les bras. Son visage était d'un ennui total. Feignant, Damian. Abrège juste ses souffrances, pour qu'on puisse vendre ce taudis. Sa voix, froide, calculatrice, est complètement dépourvue de décence humaine. Elle a retenti dans la salle d'audience plongée dans le noir. Un ordre de mise à mort définitif, enregistré sur bande numérique. Dans le public, une femme a laissé échapper un sanglot étranglé et humiliant. C'était la mère de Serafina, se cachant le visage dans les mains, écrasée par le poids de la sociopathie de sa fille. Le box du jury ressemblait à une rangée de statues. Un dégoût pur et simple était peint sur chaque visage. L'avocat hors de prix de Chicago n'a même pas essayé de formuler une objection. Il s'est simplement rassis à sa table, laissant tomber son stylo en or. Il a cliqueté contre le bois. Il savait que c'était fini. On ne peut pas contre-interroger un fichier vidéo. Il a fallu moins de 2 heures au jury pour délibérer. Le président du jury s'est levé, tenant un simple bout de papier. Coupable de tous les chefs d'accusation. Extorsion. Agression avec circonstances aggravantes. Tentative de meurtre avec préméditation. Le juge n'y est pas allé par 4 chemins. Il a regardé la table de la défense avec un mépris absolu. Il a abattu le lourd marteau en bois avec un claquement qui a retenti comme un coup de feu. 20 ans pour Damian.
La perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour Serafina. Damian s'est effondré sur sa chaise. Il a enfoui sa tête dans ses mains enchaînées et a gémi. Un son fort, hideux et pathétique, qui a rebondi sur les murs. Il a supplié le juge. Il a blâmé le crack des crypto-monnaies. Il a blâmé sa femme. Les huissiers ont dû l'attraper par les aisselles, et le traîner physiquement en arrière vers les cellules de détention. Serafina n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle est restée là, dans sa combinaison orange, le regard vide fixé sur le banc du juge. Son âme est morte sur place, bien avant qu'elle n'ait pu voir l'intérieur d'un bloc de cellules en béton. Voir ce marteau s'abattre a été la chose la plus proche d'un point final que j'ai jamais ressenti. Si vous avez déjà eu à vous tenir devant le monde entier pour exposer les mensonges d'une personne que vous aimiez, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et commentez le mot justice ci-dessous, pour que je sache que je ne suis pas seul ici. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. Je me suis levé de la table du procureur. J'ai ajusté la ceinture blanche de mon uniforme, balayant un grain de poussière microscopique sur la laine bleue nuit. J'ai tourné le dos à cet homme gémissant qui avait été mon frère, j'ai poussé les lourdes portes en chêne, et je suis sorti dans le soleil froid de l'après-midi. Les lourdes portes en chêne du palais de justice se sont refermées derrière moi, laissant à l'intérieur l'air vicié du système judiciaire. Le soleil froid de l'après-midi était agréable sur mon visage. Je me suis tenu en haut des marches en béton, prenant ma première véritable inspiration libre depuis des mois. Mais les vautours attendaient déjà en bas. Le troupeau des beaux jours. Ces mêmes tantes, oncles et cousins qui avaient bloqué mon numéro, et chuchoté dans mon dos lorsque Serafina menait sa campagne de diffamation. Maintenant que le verdict était public. Maintenant qu'ils savaient qui détenait le pouvoir, et qui portait la combinaison orange. Le récit avait basculé. Tante Carole se tenait près de la rambarde, tapotant ses yeux secs avec un mouchoir. Elle s'est avancée alors que je descendais les marches, m'ouvrant les bras pour une étreinte. Oh, Oli. Elle a reniflé, sa voix épaisse de chagrin fabriqué. Nous sommes tellement désolés. Nous n'avions aucune idée de ce que ce monstre obligeait Damian à faire. Nous sommes si fiers de toi pour avoir tenu bon. Je n'ai pas ralenti le pas. J'ai reculé, laissant une bonne distance d'air froid entre mon uniforme et ses bras tendus. Je n'ai pas froncé les sourcils. Je n'ai pas crié. Je l'ai simplement regardé. Mes yeux étaient clairs, concentrés, et complètement dépourvus de chaleur. Je l'ai regardé exactement de la même manière que je regarderais un morceau de ferraille rouillé bloquant la route. Un inconvénient mineur. Un soldat ne perd pas son temps à négocier avec de faux alliés. Bonne continuation, Carole. J'ai fait un seul signe de tête rigide, je suis passé devant ses bras tendus, et je suis monté dans mon pick-up. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur en m'éloignant. Les anciennes limites avaient disparu. La lignée était rompue. 3 semaines plus tard, la maison était vide. Les cartons étaient emballés, empilés soigneusement dans le salon, attendant le camion de déménagement. La cloison où Damian avait jeté la brique était réparée et peinte. La lourde gâche en acier de la porte d'entrée était polie. J'étais dans la cuisine, triant la dernière pile de courrier, quand je l'ai vue. Une épaisse enveloppe en papier recyclé bon marché. L'adresse de l'expéditeur était tamponnée en lettres noires et épaisses, Institution correctionnelle fédérale de Milan. L'écriture de Damian était sur le devant. Ce n'était plus l'écriture arrogante et agressive d'un trader de Wall Street. C'était tremblant. Irrégulier. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, et je l'ai déchiré. 10 pages de papier jaune ligné. 10 pages de narcissisme pur et sans filtre. C'était un chef-d'œuvre de l'apitoiement sur soi. Il a passé 3 pages à accuser le crack du marché des crypto-monnaies. Il a passé 4 pages à accuser Serafina, affirmant qu'elle l'avait manipulé, poussé à bout, rendu fou avec ses exigences de luxe. J'avais perdu la tête, Oli. Il faut que tu comprennes la pression sous laquelle j'étais. Elle m'a poussé au bord du gouffre. Il ne s'est pas excusé de m'avoir cassé les côtes. Il ne s'est pas excusé d'avoir brandi une statue en bronze au-dessus de ma tête. Il n'a pas dit un seul mot sur le fait d'avoir saigné notre père à blanc pendant une décennie. Les 2 dernières pages étaient la véritable raison de cette lettre. Une supplique désespérée et pathétique. Il me suppliait d'écrire une lettre au directeur de la prison. Il voulait que je me porte garante de sa bonne moralité,
pour qu'il soit transféré dans un camp à sécurité minimale. J'ai lu la dernière phrase. Mon cœur ne s'est pas emballé. Mes mains n'ont pas tremblé. Je n'ai ressenti absolument rien. Pas de colère, pas de tristesse. Juste le constat froid et clinique que certaines personnes sont fondamentalement brisées, et qu'aucune seconde chance ne pourra jamais les recoller. Je suis allé dans le salon, et je me suis agenouillé devant la cheminée en briques. J'ai froissé les 10 pages de papier jaune dans mon poing. J'ai jeté cette boule de mensonge sur la grille en fer, juste à côté de l'enveloppe vide. J'ai craqué une longue allumette en bois contre la brique. Elle a pris vie, sentant le soufre et le pain. J'ai lâché l'allumette. Le papier bon marché s'est enflammé instantanément. Les flammes ont léché les bords, transformant les excuses de Damien en cendres noires et recroquevillées. La chaleur m'a caressé le visage, sèche et intense. J'ai regardé le feu brûler jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une braise rougeoyante, s'estompant dans la poussière grise. Je pourrais lui pardonner. Non pas pour lui, mais pour ma propre tranquillité d'esprit. S'accrocher à la haine, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne meure. Mais le pardon ne signifie pas l'accès. Je ne lui permettrai jamais, en aucune circonstance, à lui ou à son orbite toxique, de revenir dans ma vie ne serait-ce qu'une seule seconde. Je me suis levé, essuyant la suie sur mes mains. J'ai marché vers l'îlot de la cuisine et j'ai attrapé une bouteille de Bourbon Kentucky Straight. J'ai versé 3 doigts de liquide ambré dans un lourd verre en cristal. J'ai pris une petite photographie encadrée posée sur le comptoir. Papa. Portant sa salopette tachée de graisse, souriant dans l'atelier de menuiserie. J'ai levé mon verre vers la photo. Dette entièrement payée, papa. J'ai pris une gorgée lente et brûlante de Bourbon. Il a frappé fort au fond de ma gorge, s'installant chaudement dans ma poitrine. J'avais protégé son héritage des vautours. Je m'étais protégé. Je n'étais plus la petite sœur de Damien. Je n'étais pas l'enfant oublié, essayant d'acheter de l'amour avec des primes de risque. J'étais le capitaine Ollie John. Et j'étais maître de chaque centimètre carré de mon existence. J'ai reposé le verre vide sur le comptoir. Le camion de déménagement devait arriver à l'aube. Et j'avais une nouvelle forteresse à construire. Le camion de déménagement était prévu pour l'aube. À 5 heures du matin, la maison était entièrement vide, à l'exception de l'atelier de menuiserie à l'arrière. Je me tenais au centre du sol en béton, tenant un balai-brosse. L'air était froid, sentant fortement la terre humide et le vieux pin. J'ai balayé le dernier tas de sueur dans une pelle. Alors que j'écartais une lourde caisse de forêt rouillée du mur du fond, ma botte a heurté quelque chose de petit, caché dans le coin sombre. Je me suis accroupi. C'était une petite boîte en cèdre, sculptée à la main. Le loquet en laiton était terni de verre par le temps. J'ai essuyé la poussière du couvercle avec mon pouce, et j'ai fait sauter le loquet. À l'intérieur, reposant sur un lit de copeaux secs, se trouvait une simple enveloppe en papier cartonné épais couleur crème. Mon prénom était écrit sur le devant, avec l'écriture carrée de papa. Le cachet de la poste dans le coin datait d'il y a 6 ans. Le jour exact où j'avais épinglé mes barrettes de capitaine. Il ne l'avait jamais posté. J'ai glissé l'ongle sale de mon pouce sous le seau, et j'ai sorti la lettre. Ollie, je sais que tu as eu la part du pauvre dans cette maison. Je sais que Damien prend tout l'oxygène. Mais je regarde comment tu te comportes. Ton plus grand héritage ne sera pas les louanges que tu n'as pas eues de ma part. Ce sera le fer qui coule dans tes veines. Tu ne te brises pas. Tu es la meilleure chose que j'ai jamais construite, ma grande. Ne laisse personne te dire le contraire. J'ai lu l'encre 2 fois. Le nœud serré et lourd, qui s'était installé derrière mon sternum pendant 10 longues années, s'est soudainement dissous. La validation arrivait avec des années de retard, enfouie sous la sueur et la graisse. Mais elle était réelle. J'ai fermé les yeux. Une seule larme a coulé, traçant une ligne chaude sur ma joue couverte de poussière. Je ne l'ai pas essuyée. Je l'ai simplement laissée tomber. C'était la seule que je m'autorisais. La blessure était enfin cautérisée. À 7 heures du matin, le soleil perçait à travers la ligne d'arbres, projetant de longues ombres dorées sur le givre de la pelouse. Un Chevy Tahoe cabossé s'est garé sur le trottoir. Le moteur a cliqueté légèrement avant de s'éteindre. Le sergent Mike Evans en est sorti. C'était un bon marine. Il avait fait 2 tours à Fallujah, reçu des éclats d'obus dans le genou, et obtenu une difficile mais honorable décharge médicale.
Il a remonté l'allée en boitant fortement, tenant la main de sa femme, deux petits garçons sur leurs talons. Je n'avais pas vendu la maison au liquidateur d'entreprise de Serafina. Je ne l'avais pas vendue à un spéculateur immobilier cherchant à vider les lieux. Je l'avais vendue à Mike, par contrat privé. Je la lui avais cédée pour le coût exact du solde de l'hypothèque. Je me suis tenu sur le porche, et j'ai laissé tomber les lourdes clés en laiton dans sa paume calleuse. C'est un bon toit, Mike, ai-je dit. Garde les gouttières propres à l'automne. Il a baissé les yeux sur les clés, puis les a levées vers moi. Il n'a pas dit merci. Il n'en avait pas besoin. Le regard dans ses yeux disait tout. Ces deux garçons se sont faufilés devant nous, courant par la porte d'entrée, leurs baskets crissant sur le parquet. Leurs rires ont fait écho sur les murs vides du salon. J'ai descendu les marches du Porsche, et je suis monté dans mon pick-up. La maison était redevenue un bouclier. Elle protégeait des gens de bien. Mon service ici était terminé. 6 mois plus tard. L'air sentait le sel marin et le pain fraîchement coupé. J'avais loué un grand garage commercial, juste sur la côte du Golfe. J'avais pris l'argent liquide de la vente des biens de la succession, et j'avais investi chaque centime dans la création d'une association à but non lucratif fédérale, la Arthur John Veteran Foundation. Les lourdes portes de garage étaient grandes ouvertes, laissant le chaud soleil de l'après-midi se répandre sur le sol en béton. Les vieux établis de papa étaient alignés en rangées soignées. Je me tenais à la table du fond, observant un fantassin de l'armée de 22 ans, avec une jambe prothétique en titane. Il était penché sur un bloc de cèdre lisse, passant soigneusement un morceau de papier de verre à gros grains sur les ailes d'un avion joué en bois. Il le fabriquait pour son fils nouveau-né. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa respiration était régulière. Les crises de panique s'atténuaient. L'art-thérapie redonnait une mission à des hommes brisés. Une ombre s'est étalée sur la porte ouverte, bloquant le soleil. J'ai levé les yeux. Le colonel Miller se tenait sur le pas de la porte. Il était en tenue civile, un polo délavé et un pantalon kaki, mais il conservait cette posture de commandement rigide et indubitable. Il a regardé autour de l'atelier. Il a regardé le jeune vétéran de l'armée souffler la poussière des ailes en bois. Il a écouté le faible bourdonnement de la scie à ruban dans le coin. Miller s'est approché de mon établi et s'est arrêté. Il a observé le chaos propre et organisé de l'atelier, puis m'a regardé droit dans les yeux. « Vous avez bâti une sacrée forteresse, capitaine », a-t-il dit doucement. Je me suis redressé. J'ai essuyé la sueur de mon jean avec un chiffon, et je l'ai jeté sur la table. Pendant les 10 dernières années, j'ai cru que la famille se définissait par les liens du sang. Je croyais que la loyauté signifiait laisser les gens vous saigner à blanc, juste parce qu'ils partageaient votre nom de famille. Mais en regardant autour de ce garage, en sentant l'odeur de la sueur, et en voyant des hommes qui comprennent réellement le poids d'un uniforme, j'ai compris la vérité. Les cicatrices ne vous rendent pas faible. Si vous y survivez, elles se calcifient. Elles se transforment en l'armure la plus lourde que vous ne porterez jamais. Ma forteresse n'était plus faite de cloisons sèches et de chaînes. Elle était bâtie d'honneur, de courage, et des personnes qui tiennent réellement leur position quand le feu se déclare. J'ai redressé mes épaules. J'ai levé la main droite, portant le bout de mes doigts au bord de mon front, dans un salut net et parfait. Le colonel Miller l'a rendu instantanément. J'ai baissé ma main, et pour la première fois depuis une décennie, j'ai souri. La guérison ne commence que lorsque l'on a le courage absolu de brûler son passé toxique. Si vous avez déjà eu à couper les ponts pour sauver votre propre vie, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et commentez les mots j'ai survécu ci-dessous. Votre histoire pourrait bien être l'armure exacte dont quelqu'un d'autre a besoin de revêtir.